Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Julien Uttendal. Bonjour. Bonjour, monsieur Delisle. Vous êtes donc député bruxellois et je vais tout de suite vous poser une question concernant votre président de parti. Parce que votre président de parti était assez dur ce matin, notamment dans le journal Le Soir. Il a dit « J'ai parfois envie de hurler, mais je respecte les procédures ». Il parlait évidemment de Publifin et de Netis et de messieurs Moreau et Gilles. Est-ce que vous, ça vous fait hurler ce qui se passe? Est-ce que votre cœur saigne que vous entendez parler de ça? Moi, si je me suis engagé en politique, c'était plus ou moins il y a 10 ans, à la suite des affaires de Charleroi, parce que j'étais particulièrement blessé de voir la généralisation qu'on a fait de mon parti, de l'ensemble de ses militants, l'ensemble de ses mandataires. Parce qu'en effet, il y avait quelques parvenus qui avaient dépassé les bornes, et cette généralisation, je la trouvais insupportable, et c'est pour ça que je me suis engagé en politique. Et on remarque qu'en effet, 10 ans plus tard, le travail n'est pas fini, il est loin d'être fini, donc moi aussi, évidemment, j'ai envie d'hurler, mais on a des procédures, on doit les respecter, mais j'espère qu'à l'issue de ces procédures, on aura un changement de paradigme profond au sein du système politique, parce qu'on en a besoin, c'est une urgence démocratique. Alors il y a un dessin de Kroll qui illustre cette dualité d'Elio Di Rupo. On le voit à la fois nerveux en tant que militant et très zen en tant que président. Alors une question aussi, il se fait que c'était mardi soir, Benoît Hamon est venu à Bruxelles à l'invitation d'Elio Di Rupo et Elio Di Rupo a suivi Benoît Hamon en matière de dépénalisation du cannabis. Aujourd'hui, la législation n'est pas claire. Alors, vous vous en occupez au sein du PS. Quelle est la position du PS, cannabis hors not cannabis? C'est pas cannabis hors not cannabis. Je crois que ça fait 50 ans qu'on fonctionne dans un système qui, en fait, ne fonctionne pas et qui est contre-productif. Et dans ce système, il y a des gagnants et des perdants. Les gagnants, ce sont les réseaux criminels. Il y a des études qui démontrent très clairement, par exemple, le lien de causalité qu'il y a entre le degré de répression et la rentabilité du marché du cannabis. Donc, plus on réprime, plus ce marché est rentable pour les réseaux criminels. Et à côté de ça, il y a des victimes. Et ces victimes, ce sont les consommateurs qui, tout d'abord, doivent rentrer dans un réseau criminel pour pouvoir s'approvisionner en cannabis. Et deuxièmement, ils ne savent pas du tout ce qu'ils consomment. Je donne très souvent l'image d'un consommateur d'alcool qui se rend dans un débit de boisson, qui commande une boisson alcoolisée, il se retrouve face à cette boisson alcoolisée et là, il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est de l'alcool sanitairement acceptable? Est-ce que c'est de l'alcool frelaté? Est-ce que c'est de la bière? Est-ce que c'est de l'éther? Eh bien, le consommateur de cannabis se trouve dans cette situation aujourd'hui de par l'absence de règles. Donc, on n'est pas là pour ouvrir les vannes, on n'est pas là pour faire les hippies et permettre à tout le monde de consommer. On est là justement pour mettre des règles claires de régulation, de contrôle sanitaire, de traçabilité. Ça veut dire que c'est l'État qui deviendrait le pourvoyeur de cannabis, par exemple? Non, je ne crois pas que ce sera l'État. Je crois que même en termes de règles européennes, c'est impossible. Mais je pense qu'il y a clairement, en tout cas, des règles à mettre en place. On est dans un momentum au niveau international. Il y a énormément de pays qui sont en train de prendre leurs responsabilités. Et je crois que la Belgique a toujours pu démontrer son avant-gardisme dans ces débats de société. J'espère qu'elle pourra une nouvelle fois le faire en matière de cannabis. Et vous croyez qu'il y aura une majorité possible au niveau fédéral? Parce que c'est là que ça va se passer. Je crois que c'est vraiment une question d'années, mais que les mentalités sont clairement en train de changer. Je crois qu'il faut rassurer le politique sur ces questions. Je crois qu'il a un peu peur peut-être de la réaction des électeurs, de la population, mais je crois que la population a déjà fortement changé d'avis de par l'accès à l'information. Je crois qu'Internet permet aujourd'hui d'accéder à des informations cohérentes, objectives par rapport au système actuel qui démontre très clairement son inefficacité. Et donc je crois maintenant que c'est vraiment une question de temps. Il faut être patient, il faut continuer à travailler, mais les choses vont bouger, j'en suis certain. Alors, vous êtes en colère aussi, Julien Uttendal, parce que vous trouvez que la ministre Frémaux ne contrôle pas d'assez près les associations qui entrent dans les écoles pour donner des cours d'éducation sexuelle. On appelle ça EVRAS, en fait, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et pourtant, je voudrais vous faire écouter ça. Dans l'émission Les Experts du 2 décembre, la ministre Frémaux, qui répondait aux questions de Sylvie Lousberg, promettait un cadastre des associations. Écoutez ce qu'elle disait le 2 décembre. Maintenant, ce qu'on attend aussi, c'est la mise en place d'un label qui est annoncé, qui va permettre de couvrir aussi la Fédération Wallonie-Bruxelles pour justement travailler sur la question de l'approche qualitative qui est fondamentale. Je pense qu'en tout cas, les moyens dégagés sont extrêmement bien utilisés. On a eu le premier salon de l'EVRAS la semaine passée à Bruxelles qui a eu chaque fois plus de 300 personnes chaque journée. Je crois que c'est fondamental aujourd'hui à Bruxelles de pouvoir donner ces outils-là, mais des outils de qualité, donc cartographie globalisée pour être sûr de faire tout. Elle est faite. Et alors, il y a la question du label qui est en cours et discussion effectivement avec les autres entités. Alors, un label, une cartographie qui est pratiquement faite début décembre. Où en est-on, Julien Uttendal?
Je crois que tout d'abord, la ministre est sensibilisée à cette question et à chaque fois qu'on en discute, je remarque qu'elle suit de manière très assidue ce dossier. Maintenant, l'article du soir d'il y a quelques semaines d'Élodie Blogui a levé le voile sur un réel problème. C'est en effet qui donne ces formations. Je crois qu'on est dans un contexte d'hypersexualisation de la société et donc ces cours EVRAS sont indispensables à la formation des jeunes à toutes ces questions, mais cette formation, elle doit se faire sur une base objective et on ne peut pas laisser n'importe qui donner ces formations. Donc moi, en tant que défenseur de la laïcité, je ne peux pas accepter que des groupes fondamentalistes chrétiens, quelle que soit leur religion, qu'ils soient bouddhistes, musulmans, pour moi c'est le même problème, tiennent des discours qui sont contraires à nos lois devant des élèves. Je crois que c'est dangereux pour la société, c'est dangereux aussi pour le développement de ces élèves. Un peu comme ce prof de l'UCL qui donne des cours anti-avortement. Ça démontre tout à fait le besoin qu'on a de développer ces formations. Et donc c'est pour ça qu'il faut un label. Il faut qu'on s'assure que les formateurs aient reçu eux-mêmes une formation cohérente, qu'on ait un socle programmatique commun pour toutes les écoles. Mais si ce label n'est pas obligatoire, le système ne sera pas pleinement efficace parce que des groupements potentiellement dangereux pourront continuer à aller dans nos écoles pour donner soi-disant des cours EVRAS avec une lecture biblique. Moi, je ne crois pas qu'on peut parler de sexualité avec un texte qui a 2000 ans. Et ce label, c'est pour quand ? Que vous a-t-on répondu ? Je crois que les discussions sont pour le moment en cours et c'est vrai que Madame la ministre Frémaux n'est pas la première compétente sur cette question-là, mais elle est invitée aux négociations avec les autres ministres concernés et donc je lui ai demandé évidemment de demander que ce label soit obligatoire, sinon le système sera imparfait. Alors, une fois par an, la Commission des affaires économiques du Parlement bruxellois va contrôler les missions économiques à l'étranger. C'est à l'origine d'un texte que vous avez rédigé. Alors, ça veut dire qu'il y a des pays qui ont des conseils, qu'il faut mieux contrôler là où on va. Quelle est l'idée ? On est, je crois, dans un contexte assez crispé en termes de relations internationales, de relations commerciales. Et très souvent, lorsqu'on interpelle les ministres concernés, on nous dit les entreprises sont intéressées à aller dans ce pays-là, donc on y va. Mais enfin, le gouvernement n'est pas un tour opérateur qui doit organiser des voyages en fonction des envies et des desiderata des entreprises. Et donc je crois que dans le contexte actuel, on ne peut pas juste prendre en compte les intérêts économiques lorsqu'on décide des destinations. Je crois qu'on doit prendre aussi un peu de hauteur et prendre en compte donc d'autres critères, des critères éthiques, des critères en termes de droits de l'homme, en termes de droit international, en termes de rencontre de la société civile. Et donc c'est pour ça que je crois qu'il est intéressant de prendre un peu de hauteur, d'arrêter de faire tout le temps du cas par cas à chaque fois en réaction finalement à une décision d'aller dans tel ou tel pays, mais d'avoir une vision globale du gouvernement, la stratégie globale du gouvernement en termes de mission économique. Je crois que c'est vraiment bon pour le Parlement, pour le contrôle parlementaire. Et donc, le gouvernement devra exposer sa stratégie pour l'année. Et l'année d'après, évidemment, on contrôlera comment ces missions ont été effectuées et est-ce qu'elles sont cohérentes par rapport au discours qui a été tenu l'année d'avant. Allez, par exemple, visiter le secteur audiovisuel en Turquie, comme il en a été question, aller voir les start-up en Israël. Est-ce que c'est ce genre de voyage-là que vous visez par ce contrôle ? Tout à fait. Et je crois qu'il y a une liste kilométrique de pays avec lesquels je suis, à titre personnel, particulièrement inconfortable avec l'idée d'organiser des missions. Mais je crois que cela doit se faire avec une certaine hauteur d'esprit, une hauteur de vue. Et j'espère que, in fine, avec ces discussions qu'on aura, on pourra, in fine, donc créer des critères objectifs pour savoir dans quel pays on peut se permettre d'aller et dans quel pays on doit arrêter toute relation commerciale. Alors, il s'agit évidemment des missions économiques à l'étranger de la région bruxelloise. Vous ne vous occupez pas des voyages des députés. Il y en a un, on a appris ce matin, Alain de Stex, qui est parti en Syrie avec des collègues du Conseil de l'Europe. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller en Syrie pour l'instant ? Je crois qu'à titre personnel, de nouveau, ce n'est pas une très bonne idée, mais on connaît ce député, enfin on le connaît en tout cas dans les cartes blanches qu'il peut faire, puisqu'on le voit très peu dans les couloirs du Parlement, à part pour écrire quelques questions écrites, mais voilà, donc non, je trouve que c'est évidemment pas du tout opportun d'aller, à l'heure actuelle, rencontrer Bachar al-Assad. Alors, le Parlement francophone bruxellois a voulu montrer son soutien aux métis discriminés et souvent oubliés. Alors l'idée, c'est de simplifier notamment administrativement tous les accès aux archives pour savoir finalement d'où viennent ces métis, quelles sont leurs généalogies. Pourquoi le Parlement francophone a voulu insister là-dessus ? Peut-être une petite rétrospective. On a au sein de la COCOF, au sein du Parlement de la COCOF, des jeudis de l'hémicycle où on rencontre la société civile pour débattre de sujets de société 1, 2, 3 fois par mois.
Et on a eu un jeudi de l'hémicycle sur cette question-là, et je crois que ça a touché vraiment très profondément toute une série de députés, de tous groupes confondus. Et donc, il y a eu un travail qui a été fait en collaboration avec l'Association des Métis de Belgique pour qu'il y ait une suite à cette rencontre. Et cette suite, c'est donc cette proposition de résolution qui a été rédigée donc en collaboration avec tous les groupes politiques. Et donc, si on a fait ça tous ensemble, c'est évidemment parce qu'un texte aussi important, un texte qui reconnaît les crimes commis par la Belgique dans le cadre de la colonisation, il faut quand même savoir que toute une série d'enfants ont été arrachés à leur famille, à leurs frères, à leurs terres, et n'ont aujourd'hui pas du tout l'historique de ce qu'ils sont, d'où ils viennent. Et donc je crois que c'est très important, évidemment, de reconnaître notre responsabilité, et puis ensuite de reconnaître le fait qu'il y a toute une série de problèmes administratifs. Et donc ce texte, il a été rédigé, ce n'est pas moi pour le Parti socialiste, c'est Catherine Moreau qui s'en est chargée, et elle a fait ça de manière brillante, pour obtenir donc une unanimité. Et c'est vrai qu'une seconde encore avant les votes, on était persuadé d'avoir cette unanimité. Mais malheureusement, je croyais qu'on allait avoir un paysage de points verts sur notre tableau des votes et on a eu 2 points jaunes, donc 2 abstentions. Et je trouve ça particulièrement dérangeant que des députés qui n'ont même pas assisté au débat. Oui, bien sûr, mais je crois que ça a sali cette unanimité. Et en plus, quand on demande à ces 2 députés, qui sont donc M. Destex et M. Draps, de se justifier, ils n'ont même pas voulu se justifier. Je crois que cela démontre bien le caractère injustifiable de cette abstention. Mais l'idée ici, dans ce cas-là, c'est de pouvoir donner accès aux archives coloniales, par exemple, savoir finalement d'où ils sont issus. Et je suis évidemment très heureux que ce soit ce petit Parlement de la COCOF qui soit le premier Parlement en Belgique à reconnaître ces différents problèmes. Et je crois que ça fait déjà des enfants, puisque le Sénat entame une réflexion sur cette question-là aussi. Donc ça veut dire que ce travail n'a pas été vain et qu'il y aura des conséquences à la suite de cette résolution, ce qui est évidemment fort bien. Merci Julien Utendaal. Demain, je recevrai Zakia Katabi d'Ecolo. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.